Avec nous pour le grand débat d'OVPL ce soir, Jean-Philippe Gautret, bonsoir, maire Front de Gauche de Fontenay-sous-Bois, c'est dans le Val-de-Marne, près de Paris. Stanislas Godon, bonsoir, secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. Michel Fize, sociologue, écrivain, ancien conseiller régional d'Île-de-France. Et Frédéric Ploquin, grand reporter indépendant, auteur de ce tout nouveau livre, La peur a changé de camp, les confessions incroyables des flics. Merci à tous les quatre d'être ici. Angoulême, Garches-les-Gonesse, Vénissieux, est-ce que Stanislas Godon, ces incidents graves sont révélateurs d'une tendance à l'échelle nationale? Disons que là, ils occupent l'espace médiatique. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour nous, policiers, je dirais que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme. Nous avons constaté sur le terrain qu'effectivement, les jeunes étaient de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Et ce qui nous pose un problème, parce que évidemment, sur l'autre versant, c'est-à-dire que la réponse de la chaîne pénale, les policiers constatent que ça devient de plus en plus compliqué. Alors après, on aura peut-être l'occasion d'en débattre. Vous voulez dire les sanctions pénales que la justice ne suit pas? Exactement. Parce que quand on voit des gamins de 14 ans participer à une tentative d'homicide en réunion, en bande organisée quasiment, je dirais qu'ils n'ont plus peur du policier, ils n'ont plus peur de la justice. Ils font ça en plein jour. On n'est plus dans un règlement de compte de ce que l'on a pu connaître auparavant avec des bandes qui s'organisaient, qui se donnaient rendez-vous. Qui agissaient de manière clandestine, vous voulez dire ? Exactement, et qui, surtout, n'utilisaient pas, pour la plupart du temps, des moyens extrêmement violents, tels que les barres de fer ou pire. Jean-Philippe Gautret, je m'adresse à l'élu de terrain que vous êtes. Est-ce que vous constatez, vous aussi, cette tendance, cette augmentation de la violence? Est-ce que vos administrés vous en parlent? Est-ce que vous avez des plaintes quotidiennes autour de cela? Est-ce qu'il y a moins d'insécurité aujourd'hui? Je ne le crois pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a moins de moyens. Vous savez, moi, ça fait 38 ans que j'habite Fontenay-sous-Bois, j'y suis né, j'y ai grandi. J'y habite aujourd'hui, toujours, dans des quartiers populaires. Avant, je voyais les gardiens de la paix qui se baladaient partout. Aujourd'hui, on nous fusionne les commissariats. On se bat avec les policiers pour trouver les moyens nécessaires à la sécurité publique. Donc vous faites un lien entre l'augmentation potentielle de cette violence et le manque de moyens? Les territoires où les bandes agissent, ces phénomènes de bandes, d'ailleurs parfois pour des motifs futiles, sont souvent dans des territoires où les services publics sont en totale régression. Et donc la question du service public est essentielle. Et évidemment, mais vous l'avez un peu abordé, se joue aussi la question de la formation des policiers, mais je crois que la question de fond, c'est surtout les moyens. Par exemple, ça fait rire tout le monde, mais quand la nouvelle commissaire est arrivée, c'est la ville de Fontenay qui a repeint son bureau. Voilà où on en est aujourd'hui. Et je pense que ajouter à ça le contexte terroriste, où les missions sont de plus en plus importantes, quand en même temps vous baissez les moyens, puisque le « en même temps » est à la mode, forcément qu'aujourd'hui, il y a dans certains territoires de l'insécurité grandissante. Mais je ne crois pas qu'il y ait dans la société française une insécurité grandissante. Je pense qu'il y a surtout une absence de services publics régaliens. Et on a besoin de policiers nationaux. On nous met la pression, nous, aux communes, pour embaucher des policiers municipaux. Je m'y refuse, parce que nous avons été les premiers dans les années 80 à faire les cartes d'identité. Aujourd'hui, toutes les polices du stationnement, nous l'assumons. Mais par contre, je ne suis pas un shérif. Nous ne sommes pas des shérifs et nous devons donner les moyens à la police nationale d'assumer ses responsabilités au quotidien. Michel Fize, il y a aussi quelque chose qui inquiète à la lueur des incidents graves qui se sont produits ces derniers jours, c'est ce phénomène de bande. Est-ce qu'il est, selon vous, en augmentation? Alors, j'imagine qu'on est encore très très loin des gangs à l'américaine, mais est-ce qu'on se rapproche de cela? Alors d'abord, c'est un phénomène que je suis moi-même depuis 25 ans. J'avais réédité un livre il y a tout juste 10 ans où ce que vous disiez tout à l'heure sur le rajeunissement, la radicalisation, voire une certaine féminisation était déjà bien en place. Donc on a, je dirais, une radicalisation du scénario déjà existant il y a 10 ans. Alors, il faut savoir que les bandes, c'est le propre de la jeunesse. Donc il y a toujours eu des bandes. Donc ça, c'est pas nouveau. Il n'y a pas un phénomène de bande nouveau. Oui, il y aura toujours des bandes. Bon, l'important, c'est de contenir les bandes violentes dont le passage à l'acte peut effectivement conduire aux événements que l'on a vus. Alors, c'est vrai que ce qui est nouveau encore par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'on utilise des armes, j'ai envie de dire, plus lourdes qu'il y a donc une décennie, que le passage à l'acte est plus rapide, j'irais même presque instinctif. L'idée qu'il y a des super organisations, des leaders, que tout ça est hautement préparé, c'est faux. Ça on est énervé, on agit, on se bagarre. Oui, bon, il y a une spontanéité. Alors les réseaux sociaux aident à mettre en place effectivement le scénario. Donc
On est sur le même terrain social qu'autrefois, donc un terrain dégradé, socialement et économiquement. Et en plus, je crois que ce qui peut expliquer les dérives actuelles, c'est une dégradation des mœurs. Du bien vivre ensemble, des normes qui permettaient de savoir où était la barrière. Vous savez, j'ai toujours à l'esprit les blousons noirs. Les blousons noirs, quand ils se battaient en 59, avaient des codes. Il y avait un code de l'honneur, d'ailleurs, comme dans le grand banditisme traditionnel. Hein, il y avait des règles qu'on savait. Et il n'y a plus de code d'honneur. Tout a volé en éclats parce qu'encore une fois, on a l'impression d'une société qui vit sur le principe du rapport de force. Frédéric Ploquin, je voudrais que vous nous aidiez à décrypter aussi ces chiffres. Les derniers chiffres publiés sur le sujet, ce sont les données alimentées par la police et la gendarmerie sur le premier semestre 2018. 24 884 faits de violence sexuelle, 956 agressions non crapuleuses par jour, 45 520 agressions crapuleuses, c'est-à-dire des vols avec violence pour l'essentiel, soit une baisse de plus de 11%. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un réel phénomène de violence en augmentation ou est-ce qu'aussi leur médiatisation a changé la donne? Et je pense effectivement à la circulation des vidéos sur Internet, à la circulation des images sur les chaînes d'information. C'est sûr que ce qui se passe dans les quartiers un peu oubliés, moi j'appelle ça les territoires un peu perdus de la République, les policiers sont aujourd'hui un peu seuls en première ligne pour le constater. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu moi faire cette enquête et ce livre, c'est qu'en fait je suis allé les voir, les entendre, et ce qui m'a frappé, c'est de rencontrer des hommes, des femmes qui tous me disaient à peu près la même chose. C'est en gros, mais nous monsieur, on vit des choses au quotidien qu'on ne voit pas dans les médias. On vit des choses tous les jours comme ça, dont il n'y a trace nulle part. Dont il n'y a de traces nulle part. Mais là, vous parlez chiffres, mais les chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, les chiffres, je m'en méfie énormément, surtout quand ils viennent de la police, parce que la police, c'est une machine à fabriquer des chiffres. C'est sympa pour Stanislas Godon, on va laisser répondre. Il sera peut-être d'accord avec moi. Mais je ne suis pas comptable des statistiques du ministère de l'Intérieur. Je me méfie des chiffres qui viennent de la police, parce que la police, ça aussi, je le raconte parce que c'est important, est une machine à fabriquer un mirage statistique visant à éblouir le bon peuple. Donc, mais la plupart des policiers partagent ce constat et dénoncent cette machine à chiffres. Donc, je n'entrerai pas tout à fait mais sur la circulation des images. Alors, donc, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que eux, les policiers, se plaignent de vivre des choses que la société semble ignorer. Et là, tout d'un coup, il y a cette notion d'image, de médiatisation qui est nouvelle. Et qui peut être très intéressante elle est intéressante pour les policiers qui, eux, d'ailleurs, ne refusent pas forcément d'être équipés de petites caméras pour filmer ce qui se passe, parce qu'à chaque fois, au moins, ça permet de clarifier certaines situations. Il y a le fait que chacun d'entre nous, maintenant, est devenu, entre guillemets, journaliste, au moins reporter caméraman, et que donc tout est filmé avec, évidemment, il faut se méfier, une facilité énorme à couper, à monter, à tronquer et à montrer des bouts. Donc, moi, je me méfie énormément des films quand on m'en montre, parce que je ne sais pas, en général, ce qui s'est passé avant, ni parfois après, et même quelquefois pendant, en fonction de l'angle. Donc, il faut s'en méfier, mais au moins, ça a un avantage, c'est qu'on a affaire à des caïds de cité un peu écervelés, j'irais presque dire un peu débiles, qui filent, parce qu'ils filment leurs propres exactions, qui vont ensuite permettre à la justice de les interpréter. Donc ça, mais parce qu'on n'est pas de ça tout à l'heure. Non, ils sont dans une société, effectivement, donc ultra médiatisée, et eux-mêmes ont envie, ils sont tellement fiers, en fait, de s'attaquer, je veux dire, ce qui a été filmé à Garges-les-Gonesse, je veux dire, que ce soit de s'attaquer entre eux ou d'attaquer la police, ça se filme parce qu'ils en sont fiers. Je rappelle quand même qu'on vient d'une situation où il y a 30 ans, pour des mauvaises raisons, les jeunes craignaient d'entrer dans les commissariats. Ils avaient peur au moment de rentrer dans les commissariats. Et qu'aujourd'hui, on est à une époque où les jeunes attaquent les commissariats à coups de gaz lacrymogène. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un renversement énorme, un changement de civilisation, de valeurs. Après, rentrer dans vos chiffres, juste un mot concernant les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles, c'est quelque chose il y a une prise en considération et en compte qui fait qu'il y a de toute façon explosion des chiffres parce que la société a décidé de les traiter. Et c'est souvent comme ça. Je me souviens d'une époque où tout d'un coup on a dit on va s'intéresser à l'inceste. 2 ans après, on avait une explosion du nombre d'incestes. Ça ne veut pas dire qu'il y avait plus d'inceste. En tout cas, ça veut dire qu'il y avait une émergence de la réalité. La situation est telle que de nombreux élus lancent des appels à l'aide et c'est le cas de Martine Aubry. Vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, la maire de Lille a demandé des renforts de moyens policiers. Écoutez. Il faut absolument que nous ayons plus de policiers nationaux et aussi de CRS. Non pas que je suis une fan absolue des CRS partout, mais dans certains cas, je pense aux 4
tours de l'île Sud qui sont tenus par des dealers. C'est pas pensable que dans une ville, il y ait des tours où les assistantes sociales, des médecins ne puissent plus rentrer, où les amis ou les parents des familles qui y habitent ne puissent plus rentrer. Là, je dis, c'est plus possible, on n'est plus dans une république. Voilà. Et j'en ai parlé évidemment à Gérard Collomb. Voilà, un appel qui a fait beaucoup parler. Ce n'est pas sans rappeler l'appel au secours de Samia Ghali en 2012. En août 2012, la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône demandait l'armée dans les quartiers. Depuis, elle l'a répété plusieurs fois sur notre plateau. Écoutez. Moi, je demande des moyens, et que ce soit l'armée ou pas. Oui, mais si c'est l'armée, moi, j'ai pas de problème. Oui, mais je le dis, moi, j'ai pas de problème avec l'armée. Bien au contraire, on les met bien dans les gares, on les met bien partout. Quand on m'a expliqué, mais non, on n'est pas en insurrection, on est notre pays. Parce que ça, on m'avait quand même, c'est la réponse qu'on m'a donnée, qu'on m'a faite, en m'expliquant que le pays n'était pas en guerre. Mais ceux-là, ils avaient déjà un train de retard. Et aujourd'hui, je leur dis qu'ils ont encore un deuxième train, un deuxième wagon de retard. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en réalité, ils ne sont pas en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Alors, on a d'un côté l'appel de Martine Aubry, qui est assez étonnant, parce qu'elle dit elle-même qu'elle n'est pas fan des CRS, mais que là, elle en a besoin. Et cet appel à l'armée, qu'on a beaucoup critiqué à l'époque, mais que peut-être vous voyez différemment aujourd'hui, Stanislas Godon. Alors déjà, l'armée, elle n'est pas formée pour faire de la sécurisation, notamment dans les quartiers difficiles. C'est pas du tout son rôle. Là, elle a un rôle de soutien par rapport à une mission bien spécifique qui est Vigipirate. C'est la lutte contre le terrorisme, c'est la sécurisation de lieux bien spécifiques, comme les transports en commun notamment, ou les aéroports. Après, sur la question des moyens, attention, c'est pas parce qu'on va mettre 2000 policiers dans une cité que ça ira mieux. Parce que si derrière, il n'y a pas de réponse, et moi je parlais de la réponse pénale parce que c'est notre rôle en tant que policier, mais bien sûr que tous les acteurs sont importants également. Les acteurs sociaux, l'enseignement, bien sûr, et ça, il ne faut pas l'occulter. Mais par contre, nous, en tant que policiers, ce que l'on déplore, c'est que lorsqu'on prend des risques, lorsqu'on interpelle des jeunes individus, vous savez, l'histoire de l'excuse de minorité, l'histoire de l'ordonnance de 45, qu'on ne veut toujours pas vraiment réellement réformer sur le fond, elle nous pose un problème parce que les mineurs de 16 ans ou de 14 ans sont plus les mêmes que ceux d'il y a 15 ou 20 ans. Il est clair, ils sont plus violents, ils sont plus aguerris, ils sont plus désinhibés, et la violence pour eux, et c'est la violence du quotidien. Oui, je vous en prie. Oui, mais je crois qu'une fois que l'on a dit qu'il faut une réponse pénale, se pose la question de savoir la nature de cette réponse pénale. Parce qu'effectivement, quand on parle de réponse pénale, beaucoup entendent emprisonnement. Bien sûr. Voilà. Alors quand on sait déjà que les prisons sont surbondées aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ce soit une réponse, sauf pour quelques cas très très marginaux. Donc effectivement, il y a deux traitements dans cette affaire. Il y a un traitement de surface qui passe sans doute par des moyens supplémentaires, malgré tout, une présence peut-être, alors moi je dirais plus de quadrillage, une vraie police de proximité qui s'immerge dans le milieu, qui soit une police de dialogue. Moi, je crois que jouer au foot quand on est policier, c'est pas indigne, même si c'est pas le cœur du métier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la police de sécurité du quotidien, alors ? Comment ? Vous parlez de quoi ? Alors, d'abord Michel Fize et ensuite vous, Jean-Philippe. Bon, j'attends de voir. Moi, je pense que la police de proximité avait quand même pour première vertu d'être une police de prévention. Est-ce que la police de sécurité du quotidien va être une police de prévention ? J'ai encore quelques doutes à ce sujet. Mais pourquoi pas ? On ne va pas faire un procès d'intention. Mais je pense qu'effectivement, il faut un traitement de fond. Vous l'avez évoqué. Il y a un traitement éducatif, il y a un traitement social, il y a un traitement éducatif. Et plutôt que de parler de reconquête des territoires, qui est à mon avis très stigmatisant, très maladroit, moi je parlerais plutôt de reconquête des esprits. Il faut redonner à chacun le sens des valeurs qui permettent le vivre ensemble dans une société bien ordonnée. Jean-Philippe Gautret, pourquoi ça ne passerait pas par cette police de sécurité du quotidien qui semble vous faire beaucoup rire ? Mais parce qu'elle n'existe pas et elle n'existera pas. La volonté du gouvernement, c'est de diminuer le nombre de fonctionnaires en France et dans tous les domaines, y compris ce régalien de l'État. J'ai vu le préfet il n'y a pas moins de 15 jours avec les maires du Val-de-Marne concernés pour nous évoquer qu'ils allaient fusionner les BAC de nuit, fusionner les commissariats. Moi, depuis 2000... dans mon commissariat, on a perdu 40 policiers. Voilà, donc on n'a plus de patrouille la nuit, c'est coordonné au niveau départemental ou interdépartemental. C'est une vaste fumisterie. La réalité, c'est que nos quartiers populaires sont abandonnés en termes de services publics. Vous diriez comme Martine Aubry, on n'est plus dans une république dans certains quartiers ? Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il faut aussi être attentif à ce qu'on dit, on est responsable. Il n'y a pas de zone de non-droit dans votre ville, en tout cas, pas chez moi.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Moi, j'assume. On travaille main dans la main avec la police. On se voit régulièrement parce que ce qui est vrai, c'est que les premiers à souffrir et ceux qui sont en prise directe, c'est les policiers. Le dernier maillon, c'est eux. Je pensais que vous alliez dire les habitants des quartiers aussi. Oui, mais bien sûr les habitants, mais ça reste un service public. Il faut arrêter de stigmatiser. Ce sont des hommes et des femmes, les policiers, comme les habitants. Et donc il faut aider à déconstruire les imaginaires de guerre qu'on a dans ces quartiers. Moi, je vous dis, j'y ai grandi, j'y habite. On a, pour vous dire, sur les questions religieuses, on a une mosquée, une église, une synagogue en plein quartier populaire, et ça vit. Mais où sont les moyens en direction de l'école, de la justice, de la police? Justement, pour préparer les esprits, comme le disait... Exactement. Et donc, à un moment donné, on peut taper sur les élus locaux, on peut taper sur les syndicats, on peut taper sur les associations. Aujourd'hui, le gouvernement, il tape sur les corps intermédiaires. Il va encore plus loin que Sarkozy et Hollande. C'est pour ça que ça me fait rire d'écouter Martine Aubry, parce qu'elle a participé au gouvernement. Et que depuis 10 ans, 15 ans, on amplifie la baisse des moyens en direction de ces quartiers qui en ont le plus besoin. Et on supprime les moyens en direction des services publics. Et la police en fait partie, mais comme d'autres. Et on a besoin d'investir massivement. Et pas de taper en permanence sur les élus locaux, sur les associations, sur les syndicats, qui font partie de notre histoire et qui participent le dialogue et favorisent le dialogue dans ces quartiers-là notamment. Mais je pense qu'il est très important de déconstruire cet imaginaire de guerre. C'est pas la guerre tous les jours. Par contre, oui, il y a de la pauvreté, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des comportements qui sont difficiles. Non, les phénomènes de bande, c'est pas la même chose que les trafics, puisque les trafiquants, ils ont intérêt à ce que ça se passe bien. Donc il faut faire attention. C'est une machine complexe, quoi. Il faut faire attention à tout ce qu'on renvoie. Et nous, responsables politiques, il faut être très attentifs à ce qu'on dit. Il faut pas être dans l'émotion permanente. Il faut expliquer, il faut rassembler, il faut travailler ensemble. L'ensemble des institutions, l'ensemble des services publics pour essayer d'accompagner et de développer dans la meilleure des façons ces quartiers. C'est rare d'entendre Martine Aubry demander des renforts policiers, tout de même, Frédéric. Moi, je dis que les propos qu'on a entendus là, dans la bouche de Martine Aubry sont une véritable révolution pour le Parti socialiste, parce que jamais, en tout cas la tendance Aubry au sein du PS n'avait jamais vraiment eu Dieu pour la question de la sécurité. Et là, ça signifie bien que les policiers n'ont pas complètement tort de nous dire que la situation sur le terrain est grave. Moi je connais bien Roubaix, Tourcoing, j'y travaille parce que je suis aussi spécialiste, pas seulement de la police, mais de la criminalité. Et donc je suis allé fréquemment sur ces territoires pour comprendre ce qui se passait en termes de trafic de stupéfiants. Elle a compris, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'elle a mis autant de temps pour comprendre. En fait, c'est ça qui m'échappe. Longtemps qu'au Parti socialiste, ils ont compris. Ils ont quand même des experts majeurs qui ont dirigé ce pays. Il y avait Manuel Valls hier sur France 2. Martine Aubry a fini par comprendre ce qui se passe sous ses fenêtres et devant sa porte depuis des années. Roubaix, il faut le dire, est une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants en France. Maintenant, la PSQ, juste dire un mot là-dessus. Chaque ministre, police de sécurité du quotidien. Voilà, chaque ministre de l'Intérieur lance son slogan, son idée, son acronyme pour essayer de dire mais moi je reste pas les bras croisés, je fais quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la police de sécurité du quotidien? En gros, c'est un espèce de revival de la police de proximité qu'on avait connue au début des années 2000. C'est ça dans l'idée. Emmanuel Macron l'a promis. Ça fait 1 an, Gérard Collomb a annoncé qu'il se passait quelque chose. 1 an plus tard, il se passe toujours rien, donc il retourne sur le terrain pour dire mais moi je vais faire. Donc il remet en avant cette chose-là, mais en fait c'est quoi? C'est le b.a.-ba. Police de proximité, c'est juste aller sur le terrain pour des policiers qui, en gros, moi je le dis, alors là pour le coup, pour l'avoir constaté moi-même, ont relativement déserté certains coins et ont cessé de mettre les pieds dans certains quartiers. Essentiellement d'ailleurs pour éviter de mettre la panique dans le quartier, pour éviter qu'il y ait des incendies, des feux de poubelle, donc pour que ça reste tranquille. Et en gros, moi je peux affirmer que d'une certaine manière, on a un peu, la République, c'est pour ça qu'elle parle de la République, a un peu cédé le terrain et aux trafiquants qui se sont affermis et qui ont consolidé leur économie criminelle, et parfois aussi dans certains autres secteurs aux barbus, aux islamistes, qui eux aussi s'y connaissent bien en matière de contrôle du territoire. Michel Fils, vous vouliez réagir? Oui, moi je ne partage pas tout à fait l'analyse par rapport aux propos tenus par Martine Aubry. Moi je l'analyse aussi comme une forme de régression de la pensée sur un événement complexe, parce qu'effectivement, ce à quoi on assiste actuellement, c'est quand même à
une réponse politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est une réponse politique d'une manière homogène, radicalement répressive. Parler de loi d'exception, de doublement des peines. Alors justement, on va y venir. On a vraiment l'impression qu'on emboîte le pas du Rassemblement national, qui, à mon avis, n'a pas besoin. Alors là, vous parlez des propos de Valérie Pécresse qu'on va entendre, parce que nos téléspectateurs ne sont pas forcément au courant. Ces violences provoquent effectivement un vrai débat politique. Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, a fait hier une proposition assez nouvelle. C'était sur RTL et LCI. Assez surprenante, il faut bien le dire. Je voudrais qu'on l'écoute et qu'on en parle après. Moi, je suis pour le doublement des peines pour les crimes commis dans les quartiers les plus criminogènes. Vous allez me dire, c'est pas constitutionnel. Eh bien, c'est ce qu'ils font au Danemark. C'est ce que le centre droit fait au Danemark. Et je peux vous dire que ça leur permet de contenir la montée du Front National. Voilà. On peut le faire de manière de manière à ce que ce soit constitutionnel en disant que c'est une circonstance aggravante. Et je vous vois tous beaucoup réagir à ces déclarations de Valérie Pécresse. Oui, parce que déjà, il faudrait commencer par ceux qui agressent les policiers. Juste un petit exemple, quand vous avez des jeunes qui s'amusent à brûler des policiers parce que pour eux ce n'est qu'un amusement, alors que utiliser quand même un cocktail Molotov c'est juste une arme de guerre, voilà, elle est catégoriée comme ça. Il faut savoir que les réponses pénales elles sont aussi très compliquées. La prison ferme, alors vous parliez effectivement du problème des places de prison, mais il faut savoir qu'en fait on prend le problème à l'envers. Comme il n'y a pas de place en prison, on prononce des peines qui sont extrêmement faibles, qui mettent beaucoup de temps à être exécutées, parce que tout le monde ne le sait pas, mais il y a entre 80 000 et 100 000 peines qui ne sont pas exécutées. C'est-à-dire que vous avez des personnes condamnées qui repartent chez eux. Et ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, laisser faire cela? Parce que du coup, derrière, qu'est-ce que ça crée? C'est pas le sentiment d'impunité, c'est l'impunité. Et quand l'impunité s'installe, après, derrière, le côté pédagogique des peines, c'est même pas la peine d'en parler, parce qu'il n'existe plus. Et donc, du coup, vous avez cette jeunesse complètement désinhibée, qui sait qu'elle ne risque rien. Et ça, c'est un souci. Parce que pour nous, policiers, quand on rentre dans ces quartiers, quand on peut y rentrer, parce que c'est pas toujours le cas. Là, il y a quelques jours, sur le 91, on a assisté à des scènes de guérilla urbaine, avec des mortiers, avec des cocktails Molotov, des boules de pétanque. Enfin, c'était une scène de guerre, en plein dans la banlieue parisienne. Donc il y a des zones de non-droit. Vous ne dites pas exactement ce que dit Jean-Philippe Gautret. Alors nous, quand on parle de zones de non-droit, c'est-à-dire des zones où je dirais que la chaîne pénale ne s'applique pas. Et la police ne veut plus rentrer. Voilà, et la police, elle est obligée d'y rentrer avec beaucoup de renforts quand elle en a. Parce qu'il ne s'agirait pas aussi d'exposer nos collègues. On ne peut pas rentrer dans une cité qui est en ébullition à 3. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut aussi penser à la sécurité de nos collègues. Et alors, vous parlez de scène de guerre, en même temps, vous dites que l'armée n'a pas sa place dans les quartiers. Pardon, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Et non, pas paradoxal du tout, parce que, je le redis, l'armée n'est pas formée mais ce sont pour faire de la sécurisation dans ces quartiers difficiles. De guérilla, on va dire plutôt. Non, mais je pense encore une fois que le projet social doit être de réinsérer ces quartiers dans le corps social et pas de bunkériser un lieu. Or, tous les discours, tout ce que j'entends depuis quelques jours, tente à montrer qu'on a affaire à une zone d'extraterrestres qu'il faudrait isoler, presque mettre définitivement en quarantaine. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir peut-être à une meilleure application des peines. Mais ce que dit Mme Pécresse, d'abord, est à la fois illégal et inconstitutionnel. Elle le dit elle-même, mais elle dit qu'on peut changer les choses et faire comme au Danemark. Encore une fois, si les faits sont très graves, le code pénal doit appliquer, encore une fois, les sanctions liées à la nature des faits. Donc on a un code pénal, on va pas inventer un super code pénal pour une partie des zones de la République. La situation exceptionnelle ne s'y prête pas spécialement, selon vous? Non. Jean-Philippe Gautret. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas réagir à chaud sur le coup de l'émotion pour faire du sensationnel. En plus, elle stigmatise les gens des quartiers, excusez-moi, mais on est près de 10 millions à y habiter. Et je m'y mets, moi j'emmène mon fils tous les jours à l'école, dans une école qui en aurait plus. Voilà, c'est la vie. À un moment donné, il faut aussi prendre du temps et de l'intelligence politique. Notre rôle, c'est aussi de prendre la hauteur et de prendre des décisions. Et dans ce sens, elle ne vise pas, quand elle dit ça, la délinquance en col blanc, qui est aussi inacceptable et qui casse les repères aussi.
Et d'ailleurs, qui est aussi dégueulasse pour ceux qui font respecter l'ordre, et notamment pour les policiers. Donc je le répète, je pense qu'il faut à un moment donné se poser la question, est-ce que dans un pays qui est la 6e puissance du monde, on est en capacité d'avoir, pour les questions régaliennes, après on peut être d'accord, droite-gauche, on confronte les projets. Ceci dit, sur la question de la justice, de la police, de l'école, de la santé, est-ce qu'on a envie d'être dans un pays sous-développé, dans un pays développé? La question des places de prison ou de la question de la réponse pénale, c'est aussi mais sauf que les policiers sont les premiers confrontés à ça, mais nous, en tant qu'élus locaux aussi, c'est que c'est pire après. Et en même temps, qu'est-ce qui est pire après? La prison, par exemple, c'est parfois pire après pour des mômes. Et donc, en même temps, quand je vous dis ça, je suis responsable. Je vous dis pas qu'il faut pas de réponse pénale, mais il y a un vrai déficit. C'est pire comment, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas moi qu'il faut. Je suis pas un spécialiste de la question, mais c'est en général le passage en prison, le démarrage d'un cercle difficile et qui fait que en général, ça s'arrête pas, mais ça empire. La réinsertion derrière est très compliquée. Et en même temps, quand je vous dis ça, je vous dis pas qu'il faut pas rien faire. Il faut, mais je pense que ça nécessite des moyens éducatifs, de services publics éducatifs très importants. La question, par exemple, la fausse bonne idée du gouvernement sur la question, non pas de la police de sécurité du quotidien, mais du dédoublement des CP, voire des CE1. Fausse bonne idée, dites-vous? Oui, parce que qu'est-ce que vous faites des autres? C'est-à-dire que les moyens, moi aujourd'hui, j'ai pas toute ma ville qui est en REP+. Qu'est-ce que je fais de quartiers où il y a des difficultés, où ils sont à 30 en CP? La question, c'est encore pour faire des économies et de la com pour dire... Regardez, alors c'est un autre débat, mais pour le coup, tout le monde était assez unanime sur cette... C'est extrêmement important parce qu'il est lié. On ne peut pas délier la question policière. Bien sûr. Quand, par exemple, je fais le point sur la question des expulsions, les policiers, ils n'ont pas envie d'expulser les gens de leur logement parce qu'il y a des... Donc, on a intérêt, ensemble, main dans la main, à travailler sur des réponses positives en termes de services publics parce qu'on n'a pas intérêt à se taper les uns sur les autres. Et donc, c'est pour ça que je pense en termes de services publics, on a besoin d'investir fortement là-dessus. Une petite précision. Vous savez, à l'heure actuelle, on ne va pas en prison dès la première infraction. Hein. Pour aller en prison, il faut être déjà bien multirécidiviste, je vous le dis. Et donc, en fait, le travail en amont, il est déjà, je dirais, engagé. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sur la voie de l'impunité. Et c'est là où je dis qu'il y a un problème. Alors, si les premières réponses, parce qu'on compte dans les réponses pénales toutes les mesures alternatives, effectivement, je dirais les incarcérations, enfin plutôt les mises en milieu fermé ou les mesures éducatives ou les TIG, voilà, qui sont des mesures que certains trouvent louables. Nous, on pense qu'elles entraînent derrière, parfois, je dirais, un décrochage par rapport au respect, notamment, du régalien, de l'État, et d'ailleurs, quel qu'il soit. Hein. Et je voudrais entendre Frédéric Ploquin sur l'idée de Valérie Pécresse et cette territorialisation des sanctions pénales. Moi, je pense que dans ce pays, la sécurité marche à cloche-pied. La lutte contre l'insécurité marche à cloche-pied et on a, c'est une espèce de mal français comme ça, toujours une place Vendôme qui a l'air de faire sa vie et puis à côté une place Beauvau qui a l'air d'en faire une autre et on n'arrive pas à créer une espèce de tandem et je pense que là, et les policiers que moi j'ai entendus pour écrire ce livre en souffrent terriblement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression en gros de courir après des délinquants mais un peu dans le vide, ils ont un espèce de sentiment d'inutilité qui moi m'a énormément frappé et beaucoup inquiété. Ils disent, mais moi, le boulot que je le fais parce que j'ai envie de le faire, mais je ne sers à rien. Alors, on leur demande pourquoi. Ben oui, parce que derrière, on arrête des gens, mais on sait... Finalement, ils reviennent, on les revoit 3 jours plus tard. Et du coup, ils disent, ça en est même arrivé à un point de rupture tel qu'ils ne veulent même pas savoir ce que vont devenir les gens qu'ils arrêtent, parce qu'ils ont peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat.